J'ai rencontré le père de ma fille avec qui je me suis mis et au début tout allait bien. 2 mois après, il a changé, il a commencé à me frapper, à m'enfermer et après on a eu la petite, mais ça a quand même continué. Je pensais que ça allait changer. On a fait 4 ans ensemble et ça n'avait jamais changé, même quand j'étais enceinte, il me battait. Et après, j'ai fait plusieurs maisons d'accueil avec la petite, mais je suis quand même retournée. Je suis partie, c'était à cause de la petite, parce qu'il me frappait avec la petite dans les bras et qui avait peur de nous. Et quand je voyais la peur dans les yeux de ma fille, je me disais que je n'allais plus continuer à vivre ça et puis de la laisser vivre ça, avoir peur de ses parents elle-même. Donc, je suis partie, j'ai été suivie par la maison d'accueil avec des psychologues et tout. Et maintenant, j'ai eu l'appartement avec la petite et tout va bien. Moi, je dirais la première des choses, c'est de se protéger, protéger ses enfants. Et de ne pas voir l'amour de l'homme. Il faut aller trouver les gens, ils sont quand même conscients. Ils sont des êtres humains, quoi. Quand tu parles, tu dis à ton enfant et toi qui es en danger, il y a quand même des gens qui vont, voilà, qui peuvent t'aider et tout. Il faut pas rester silencieux parce que sinon les autres, ils vont voir que c'est facile et ils vont continuer. C'est très difficile de témoigner pour moi. Si je le fais aujourd'hui, c'est justement pour toutes les femmes qui n'osent pas le faire. C'est pour toutes celles qui en font un tabou. Et c'est pour permettre à des femmes qui pensent que la violence psychologique n'est pas une forme de violence, de se rendre compte de la situation dans laquelle elles vivent et de faire quelque chose. J'ai épousé l'amour de ma vie. Quand je l'ai connu à 16 ans, on a filé le parfait amour tant qu'on n'était pas mariés. On s'est mariés 7 ans après. Et je ne me suis pas rendu compte que j'étais déjà sous son emprise depuis bien longtemps. Et donc, il y avait une seule personne qui décidait à la maison, c'était lui, pour tout, pour les vacances, pour les meubles, qui ne faisait rien, que j'étais en fait son esclave. Il a travaillé très peu et j'étais devenue la personne qui devait ramener de l'argent à la maison. Donc je travaillais, je revenais à la maison et il ne m'aidait pas. Il ne m'aidait pas à la maison, il ne faisait rien. Quand je rentrais, je devais encore faire à manger, je devais encore faire le ménage, faire les machines. Et le week-end, il sortait. Il sortait avec ses amis. Au début, je me suis battue et après, je me suis résignée. Je me suis résignée parce que j'étais enceinte et que je pensais à mon futur enfant et que je ne devais pas m'énerver et qu'il fallait que peut-être que ça changerait, il fallait que cet enfant ait une vie saine. Tout était rose au début, malgré qu'il ne travaillait pas, il passait quand même du temps avec son enfant. Petit à petit, il tombait dans la drogue. Je n'ai rien vu venir. Je m'en suis rendu compte que 4 ans après, lorsque mon deuxième enfant était déjà né. Il m'en a parlé un soir parce qu'il n'était pas bien du tout, il ne dormait plus. Je pensais qu'il faisait une dépression. J'ai été avec lui chez le médecin lui a donné des médicaments, donc il faisait des cocktails d'antidépresseurs et de cocaïne et commençait à devenir violent vers moi. Il était très violent verbalement, il me rabaissait tout le temps, il ne dormait pas toute la nuit. Il a commencé à avoir des hallucinations avec ce qu'il prenait. Il pensait qu'il y avait un homme à la maison, je ne pouvais plus sortir, donc je dormais, il rentrait dans ma chambre, il allumait la lumière et il hurlait, il se demandait où était mon amant. C'était horrible. Le jour où j'ai compris que mes enfants étaient fortement en danger et qu'il fallait que je sauve leur peau, beaucoup plus que la mienne, puisque la mienne, elle n'avait pas d'importance, j'étais devenue quand même presque rien, puisque pour lui, je n'étais rien. C'est quand un jour, il a senti, lors d'une crise, il a senti le bonnet de mon fils, et il a dit, je connais cette odeur. Il croit que mon fils est un amant, et il va le chercher, il va le tuer. Cette nuit-là, il a failli me tuer, à moi. J'ai dû appeler la police, j'ai eu énormément de chance. La police est venu, j'ai mis mon mari dehors, il est parti menotter dans un état d'excitation incroyable. Il a fait tellement de boucan, tellement de bruit, évidemment les enfants ont vu ça. Les voisins ont entendu le bruit, ils ont entendu la police et tout ce que j'ai eu, c'est une lettre à la maison une semaine après, menaçante du syndic, disant que j'avais fait du foin à 2 heures du matin.
Personne n'est venu voir ou savoir ce qui se passait. Ce jour-là, comme m'ont dit les médecins plus tard, puisque mon ex-mari a dû être hospitalisé pendant une semaine, puis en cure de désintoxication avec tout le cocktail qu'il avait pris, ils m'ont dit qu'il était un réel danger pour lui, pour mes enfants et pour moi. Donc on a échappé belle, tous les trois. Je n'ai jamais osé dire ça à ma famille. Je n'ai jamais aussi expliqué ce qui s'était passé. Bien longtemps après, lorsque j'ai divorcé et que tout le monde le prenait pour un ange, on m'a demandé de retourner avec lui. Là, j'ai tout raconté. Je dis, si vous voulez, ben, je peux retourner avec lui, mais voilà ce qui se passe. Et si vous voulez avoir une fille morte, ben, vous me poussez dans ses bras. Et là, j'ai vu la frayeur dans les yeux de mes parents. Ils se sont demandé pourquoi je n'avais jamais parlé. Je ne pouvais pas leur raconter, je ne pouvais rien leur dire. Puis je me dis, à quoi ça sert? Je vais leur donner un peu plus de malheur dans leur vie si je raconte ça. Mes parents vont être mal, donc j'ai toujours tout gardé pour moi. J'ai honte de parler aujourd'hui parce que j'ai peur que mes enfants me reconnaissent et que j'ai pas envie de dire trop de mal de leur père. Le jour où il a failli me tuer, c'était le 31 mai 2003. Ça restera gravé. Et depuis lors, il a été en cure. Il va beaucoup mieux. Je suis très contente qu'il ne prend plus rien. On est séparés, on ne s'entend pas, on ne se parle pas. Quand il me voit, je vois la haine dans ses yeux. Ça fait maintenant 12 ans que c'est terminé et je ne suis plus jamais, je n'ai plus pas reconstruit ma vie parce qu'il m'a brisé. La violence psychologique, c'est très très difficile. Quand vous avez un homme qui à longueur de journée vous répète que vous n'êtes rien, que sans lui, s'il n'y avait pas lui, personne ne voudrait de vous, qui vous donne dans votre physique, dans votre apparence, dans tout ce que vous dites, même auprès de vos enfants, même auprès d'amis, vous perdez toute la confiance que vous avez en vous. Et plus vous restez avec ce genre de personnage, et plus vous êtes détruit. Dans mon cas, heureusement qu'il y avait les enfants, qu'il fallait que je me lève pour eux, qu'il fallait que je continue ma vie pour eux. Là aujourd'hui, ben, je suis heureuse, j'ai mes enfants, tout va bien, mais je ne me suis plus jamais remis avec quelqu'un parce que je n'aurai plus jamais certainement confiance en quelqu'un. Et plus les années passent, et plus les années passent, et moi vous avez confiance. Si je parle aujourd'hui, c'est pour toutes ces femmes. J'espère que certaines, en tout cas, m'écouteront, que j'aurais pu, si je peux faire réfléchir ne fût-ce qu'une personne, si je peux la sortir de l'enfer dans lequel elle est, mon témoignage aura servi à quelque chose. J'ai accepté de témoigner aujourd'hui parce que je pense qu'il faut pouvoir parler des choses. J'espère que ça va pouvoir servir d'autres personnes à pouvoir sortir de l'horreur peut-être dans laquelle elles sont, même si c'est toujours très très compliqué d'en parler et que ça a d'office des conséquences. Dans un premier temps, on était très très amoureux, donc couple, histoire tout à fait classique et normale. On s'est mis en couple, on a fait un beau mariage, je suis tombée enceinte et c'est à ce moment-là que la violence a commencé. La première fois que ça m'est arrivé, j'ai rien compris. J'ai quand même quitté la maison parce que j'ai eu très peur, mais j'étais amoureuse, j'étais enceinte et j'ai pas eu le courage de partir. Mon ex-mari m'a fait toutes les promesses qu'on connaît toutes, que ça ne recommencera pas, que ça allait s'arrêter, que c'était dû à l'alcool. Donc il m'a promis qu'il allait arrêter de boire, effectivement. Persuadé que ça n'allait pas recommencer, que c'était juste une fois comme ça. J'ai moi-même trouvé des excuses à la situation. Mon ex-mari n'avait pas de travail, c'était compliqué. Et on a continué à vivre comme ça. Mais la violence ne s'est pas arrêtée. Il y a eu plusieurs situations de violence physique, même des menaces avec un couteau, et où j'ai cru qu'il allait me tuer. Il a menacé de partir à l'étranger avec ma fille et donc de me couper de mon enfant. Et donc là, j'ai entamé quand même une procédure auprès d'un avocat pour lui interdire de quitter le pays sans mon accord. Donc je voulais surtout préserver ma fille. Il a failli me convaincre d'arrêter la procédure juste avant l'audition devant le juge. Heureusement, mon avocat ne m'a pas laissé faire. Je pense que ça a fait un déclic et ça a contribué à amener une certaine peur du côté de mon ex-mari. Il a eu peur qu'effectivement, à un moment, j'entame des procédures contre lui. Et donc, effectivement, au miracle, la violence physique s'est arrêtée. Il a arrêté de boire et il a arrêté de me frapper. Je pensais que tout allait bien. Je me sentais même privilégié d'avoir réussi à le faire arrêter d'être violent. Malheureusement, sans m'en rendre compte, la violence a continué, bien que ce soit plutôt psychologique et verbal. J'étais dénigré au quotidien devant mes enfants, j'étais capable de rien, tout ce que je faisais n'était pas bien. Il fallait que je sois constamment dans une attitude rassurante, donc le tenir au courant de ce que je faisais, de qui je voyais, en dehors de m'occuper de mes enfants, de mon mari. J'avais quand même le droit de travailler parce qu'on avait besoin d'argent, donc
J'avais le droit d'aller travailler, mais de rentrer directement après le travail et de ne rien faire d'autre en dehors de ça. Ça a duré à peu près 8 années comme ça, jusqu'à la dernière année où en fait la violence a recommencé. Il a d'abord tenté de m'étrangler une première fois. J'ai mis ça de nouveau sur le coup du stress en essayant de trouver des excuses. Je me suis dit que j'allais laisser passer et qu'on allait bientôt partir en vacances et que tout allait bien se passer. On est partis en vacances ensemble et là j'ai de nouveau reçu de claques. Suite à une réaction de ma fille qui nous a engueulés et je pense qu'elle était à un stade où elle-même n'en pouvait plus. Elle m'a regardé droit dans les yeux en me disant que j'étais plus sa mère. Donc je pense que ça a été un premier déclic. Le deuxième déclic, ça a été quand le soir même, ma fille m'a manqué de respect à moi aussi. Et où j'ai réalisé qu'en fait, il n'y avait aucune raison qu'elle me respecte, puisque son papa ne me respectait pas au quotidien. Et que je pense que les enfants font comme leurs parents. Là, j'ai pris la décision de divorcer. Très difficile à prendre. D'abord parce que je savais que ça allait se retourner sur moi dans le sens où ça aurait été de ma faute, c'est moi qui allais casser la famille. La difficulté supplémentaire de se dire que il va quand même falloir en parler. Il y a toute la famille qui ne comprend pas pourquoi tout d'un coup on divorce, donc il faut pouvoir expliquer aussi aux proches les raisons. Les difficultés d'en parler aux enfants. J'ai toujours essayé de préserver les liens de mes filles avec leur papa, donc ça a été une décision très difficile à prendre. Dans un premier temps, j'ai quitté le domicile sans avertir mon ex-mari, puisque j'avais bien trop peur de sa réaction et j'avais peur de la violence. Ma réelle crainte, c'était qu'il nous tue toutes les trois. Donc énormément de stress. J'ai quitté la maison et je n'ai accepté de revenir à la maison qu'une fois que j'étais passé devant le juge et que j'avais un papier qui m'autorisait à appeler la police au cas où. Donc à pouvoir me protéger en tout cas par rapport à des accès de violence. Il a fallu le temps qu'il comprenne et qu'il accepte. Mais au final, j'ai de la chance qu'il a compris que c'était une réelle décision et qu'il ait même reconnu ses torts. Je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé dans tout ce qui est phase de reconstruction. Ce qui me paraît important dans mon témoignage et que je voudrais transmettre, c'est qu'en fait, je n'ai réalisé toute la pression et tout l'enfer dans lequel j'étais qu'au moment où je l'ai quitté. En tout cas, il faut le faire. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, je regrette surtout pas d'être parti et d'avoir arrêté ça. J'ai retrouvé une stabilité. Ça a pris beaucoup de temps. J'étais vraiment pas responsable de la situation. Après, je pense que j'ai été responsable de me maintenir dans la situation. Je pense qu'une fois qu'on a eu ce type de relation entre deux personnes, la seule manière d'en sortir, c'est d'arrêter la relation pour pouvoir se reconstruire soi et aller de l'avant. Personnellement, je considère la violence physique faite aux femmes, morale ou n'importe quelle violence en général, comme étant du mal, qui n'est pas possible d'accepter dans le monde. Et personnellement, par rapport à mon expérience, j'ai appelé ça le bordel ou mon bordel. Parce qu'un bordel, c'est quelque chose où on met plein de choses dedans, qu'on oublie, qu'on ne fait pas attention, ou qu'on supporte, ou qu'on laisse là parce que c'est mieux de le laisser là. Et j'y ai mis plein de mots comme non, comme stop, comme pas possible, comme impossible, comme pas acceptable, comme plus acceptable. Et ce bordel, moi, j'ai décidé aujourd'hui aussi de le dénoncer. Le conseil que j'aimerais donner à toutes ces femmes qui n'ont pas le courage de s'en sortir ou la force, n'oubliez pas que si vous arrive n'importe quoi ou si vous entendez quelque chose que vous ne trouvez pas correct, vous pouvez vous informer. Vous pouvez aller regarder sur Internet, appeler vos amis, aller dans des centres d'aide, à la police, à n'importe qui et exprimer vos besoins à vous. Parce que ces personnes-là sont là pour vous écouter et pour faire au mieux pour vous. Et il ne faut pas l'oublier, il n'y a personne qui est là pour vous faire des choses que vous n'acceptez pas. J'ai pas envie de dire courage, mais ayez juste confiance en vous.